Bonjour tout le monde, comme première vidéo sur la dynamique, je vais vous faire un petit rappel, donc je vais repasser un petit peu à travers les notes de cours avec vous. Question de vous rappeler où sont les différentes informations que vous pouvez utiliser. Donc bien sûr, la présentation des forces à la page 52, avec la distinction des forces de contact par rapport à la force gravitationnelle, ce sont les deux types de forces qu'on a. Donc si c'est pas la force gravitationnelle, toutes nos forces sont des forces de contact, qu'on parle d'une force avec une surface, donc la normale ou le frottement, ou encore une force de contact direct ou transmise via une corde. Le principal point que je veux vous rappeler aujourd'hui, c'est la démarche de résolution. Donc en premier, je vous recommande toujours de faire un schéma, donc avec tous les objets de la situation tels qu'ils sont présentés, tels qu'ils ont été décrits, simplement. Et on dessine les forces à l'endroit où elles sont exercées, c'est pour vous aider à ne pas en mettre de trop et ne pas en oublier non plus. Sur le schéma, vous pouvez indiquer les forces sont exercées sur quel objet, par quel objet. Donc, je rappelle l'ordre des indices, c'est sur et par en deuxième. Dans le diagramme de force, et quand je vous demanderai des numéros avec une démarche complète, le diagramme de force va être évalué. Donc, un diagramme pour chaque objet, à moins que vous le fassiez pour un système dans certaines situations. Dans le diagramme de force, on ne dessine pas les objets, on garde seulement le système d'axes et il faut choisir l'axe des X dans la bonne direction, qui est la direction de l'accélération, si on est capable de la supposer au début du problème. Dans le diagramme de force, on met seulement les forces qui sont exercées sur l'objet. Donc, si vous avez bien indiqué vos indices sur et par, ben, le diagramme des forces sur l'objet A va être toutes les forces dont le premier indice est A. Et les forces, on les dessine toujours à partir de l'origine du système d'axes. C'est vraiment, je dirais, l'étape principale. Si votre système d'axe n'est pas bon, ça fonctionnera pas. Si vos forces sont pas toutes bien dessinées ou etc., ça fonctionnera pas. Mais c'est sûr que c'est pas toute la résolution. Donc après ça, on va aller faire la somme des forces en X et Y. Mais ces sommes des forces-là partent vraiment du diagramme de force. C'est au fond, si on peut dire, la formulation mathématique, algébrique de ce qu'on a vu dans le diagramme de force. Donc, dans les sommes des forces, on les fait séparément en X et en Y, toujours sur un objet qui a donc une masse M, donc masse de l'objet A, masse de l'objet B, et ainsi de suite. Si on a bien choisi notre axe des X, on était capable de le déterminer, notre accélération est seulement en X, et donc en Y, on n'a pas d'accélération. Et n'oubliez pas d'utiliser des masses en kilogrammes pour bien obtenir des forces qui sont en newton. Donc après ça, on avait eu beaucoup d'exemples de schémas que je vous laisse de regarder dans vos notes de cours. Je voulais venir à parler des 3 lois de Newton qui est à la page 60. Donc le principe d'inertie, on avait vu que ce qui nous disait principalement, c'est de ne pas ajouter une force pour quelque chose qui ne l'est pas, finalement. Donc on avait parlé de quelqu'un qui se sent poussé vers l'arrière dans un autobus, ou encore tiré vers l'avant quand l'autobus freine. Mais on avait vu que ça, c'était pas des vraies forces, c'est seulement l'application du principe d'inertie. Donc, faut pas mettre de force pour ça, puis en général, on serait pas capable de dire par quoi cette force-là a été exercée sur notre objet. Donc, c'est un bon indice pourquoi il faut pas la mettre. La deuxième loi de Newton, ben, en fait, c'est notre somme des forces qui est égale à MA, qu'on utilise en X et en Y dans nos démarches. Ça représente, en fait, ça définit techniquement, physiquement parlant, qu'est-ce que c'est une masse. C'est la capacité d'un objet à résister à un changement de vitesse, donc à une accélération, quand il est soumis à certaines forces. Finalement, la troisième loi de Newton décrit qu'une interaction est toujours réciproque. L'interaction entre deux objets est toujours réciproque et les forces, ce sont des interactions entre deux objets, toujours. Donc, si jamais on a dans un diagramme de force ou dans un schéma une force sur A par B, il faut absolument qu'il y ait aussi la force sur B par A qui existe. Cette force-là, dans le schéma, c'est toujours possible de la dessiner. Dans le diagramme des forces, elle ne sera pas là parce qu'elle n'est pas exercée sur le même objet. Donc, dans le diagramme des forces sur A, je vais avoir celle-ci. Dans le diagramme des forces sur B, je vais avoir celle-là. Mais les deux n'apparaîtraient pas dans le même diagramme des forces. Ces forces-là doivent toujours être de même nature, de même grandeur et de sens opposé. Donc, sens opposé, ça se comprend bien, puis c'est le moins dans l'équation vectorielle ici. De même grandeur, ben, c'est numériquement, si on connaît leur valeur numérique ou pour nous permettre de résoudre des systèmes d'équations. De même nature, ça nous dit que si c'est un poids, ben, ça va être l'autre poids. Si c'est une tension, ça va être une autre tension. Si c'est un frottement, ça va être un autre frottement, et ainsi de suite. C'est
un des indices pour nous dire que la normale n'est pas la force réciproque du poids. Ce ne sont pas des forces de même grandeur, de même nature, et donc elles ne sont pas obligatoirement de même grandeur. On avait dit que la normale s'ajuste vraiment selon le contexte et peut être modifiée selon qu'on a une force verticale, une accélération verticale, d'autres choses comme ça. Si on regarde le diagramme des forces sur un système, donc si jamais je considère les objets A et B comme un système au complet, j'aurais pas besoin de mettre les forces sur A par B et sur B par A dans ce diagramme des forces-là, parce qu'elles vont être des forces internes au système, et elles vont donc s'annuler en tant que telles, donc rendu là, j'ai plus besoin de les utiliser. La force gravitationnelle, ben, jusqu'à maintenant, on avait seulement vu la version avec le poids, donc avec l'accélération gravitationnelle 9,8 mètres par seconde carré. Je dis poids, mais en fait, les deux peuvent être appelés des poids. Ça, c'est mon raccourci personnel pour indiquer que je vais utiliser 9,8 mètres par seconde carré. Mais si jamais on n'est pas à la surface de la Terre, on aura besoin d'utiliser la version universelle, donc de la force gravitationnelle avec la constante gravitationnelle de masse et la distance entre les deux objets. Ça, on va en avoir un exemple dans le dernier vidéo pour la dynamique. Ensuite, on parle en détail des tensions. Ce qui était vraiment important, c'est de se rappeler que la tension dans une corde de masse négligeable est partout la même, peu importe l'accélération, mais ça doit être une corde qui est ininterrompue. Donc, on ne peut pas avoir d'angle comme ça. Si jamais il y avait un angle, il faudrait que je traite ça comme étant deux cordes séparées. Quand j'ai une poulie, là j'ai le droit parce que la transition se fait graduellement entre les deux. Autre petit rappel, donc les forces de surface. Donc la force normale doit toujours être perpendiculaire à la surface, c'est de là que son nom vient. La force de frottement, à l'inverse, va toujours être parallèle à la surface. Ces deux forces-là, ensemble, techniquement, sont la force de réaction totale de la surface. Donc, si jamais vous avez plus de facilité à visualiser le fait que le pied pousse sur le plancher dans cet axe-là et que le plancher doit réagir en repoussant la personne dans l'autre sens, vous pouvez y penser comme ça en premier, mais mathématiquement, on aurait éventuellement besoin de séparer cette force de réaction-là en normale et en frottement. Donc, ça peut être une aide temporaire pour vous aider à mieux appréhender la situation. Dans le frottement, quand on a un frottement statique, c'est une inégalité. Donc le frottement s'ajuste pour obtenir une accélération nulle jusqu'à ce qu'il ne soit plus capable de s'ajuster. Quand il est plus capable, ben, on obtient du frottement qui est cinétique. Donc les deux utilisent un coefficient de frottement qui n'est pas le même. Le coefficient de frottement statique va toujours être plus élevé pour une certaine surface que le coefficient de frottement cinétique. Et dans le cas du coefficient de frottement cinétique, c'est vraiment une égalité. Donc là, c'est pas une question d'ajustement. Dès que c'est en mouvement, on va pouvoir utiliser cette formulation-là. Dès qu'il y a un glissement, je devrais dire, parce que ce qui détermine si on est en statique ou en cinétique, c'est pas si l'objet bouge, mais c'est vraiment s'il y a un glissement entre les deux surfaces. Cette force de réaction-là nous avait amené au poids apparent. Donc le poids apparent vient vraiment de cette force de réaction-là. C'est ce qui indique à nos pieds qu'on se fait tirer vers le bas par la tête, mais que le plancher nous repousse vers le haut. Donc l'apesanteur, c'est pas une absence de poids, mais plutôt une absence de poids apparent. Donc on peut être en apesanteur même en présence de force gravitationnelle. On l'avait vu dans l'avion qui faisait des paraboles pour simuler l'apesanteur qu'on pourrait avoir en orbite et dans les stations spatiales. Les astronautes sont en apesanteur, mais la station elle-même, donc les astronautes aussi, sont retenus en orbite autour de la Terre à cause du poids. Donc ça, justement, dans le dernier vidéo de la dynamique, on va avoir un exemple d'orbite, de mouvement d'orbite. Donc c'était l'essentiel pour mes... non, excusez-moi, j'ai oublié le mouvement circulaire. Donc le mouvement circulaire, le point principal à utiliser, c'est l'accélération de v carré sur r. Donc notre axe des x doit être dans la bonne direction par rapport à notre accélération centripète qui est toujours vers le centre du mouvement. Donc l'accélération ici, on l'obtenait toujours vers le centre du mouvement qui était circulaire. Donc l'axe des x va toujours devoir être choisi vers le centre du cercle. Et à ce moment-là, l'accélération en x va avoir la valeur d'accélération centripète. Cette accélération-là provient de force centripète, mais en fait, la force centripète, c'est pas une force en particulier. C'est fourni par la sommation de toutes les forces qui sont déjà présentes dans notre situation. Donc, on n'ajoute pas de force centripète. Il faut qu'elle provienne de quelque chose dont on avait déjà
remarquer l'interaction avec notre objet. Et la force centrifuge, c'était seulement un effet d'inertie. Donc on se rappelle qu'on ne met pas de force pour l'effet d'inertie, c'est une impression qu'on a, mais ce n'est pas la vraie force qui est exercée sur nous. Donc voilà pour mon vidéo de révision rapide des concepts qu'on a vus jusqu'à maintenant.